Je Ouais, suis c'est ça. Florine Awassi, je suis médecin rhumatologue et médecin référent douleur à l'hôpital de Gonesse. La lombalgie chronique, c'est un motif fréquent de consultation et c'est un problème de santé publique. On sait que 4 personnes sur 5 vont souffrir de lombalgie dans leur vie. Normalement, en général, l'évolution se fait spontanément pendant 4 à 6 semaines. L'évolution est favorable. Mais la lombalgie peut devenir persistante et dans ce cadre-là, la prise en charge devient complexe et il faut intégrer le patient dans une prise en charge multidisciplinaire. Alors, la définition de la lombalgie, la connaît tous normalement, c'est une douleur des crêtes iliaques ou un peu plus bas avec peut-être une irradiation, mais qui ne dépasse pas le genou. Sauf que, chronique, c'est au moins supérieur à 3 mois, mais cette définition n'intègre pas toutes les composantes, en fait, les limites de cette définition. On n'intègre pas la composante fonctionnelle, psychologique et le socio-professionnel. Alors, un petit mot sur l'épidémiologie, je vais insister beaucoup plus sur le coût engendré par les lombalgies chroniques. Il y a des coûts directs qui sont liés aux soins et des coûts indirects liés à l'incapacité, de telle façon que le retour au travail après 6 mois, seuls 50% des patients le font. Alors, un petit mot sur la physiopathologie. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit précédemment. Mais en rhumatologie, il y a d'abord la nociception, le mécanisme de la douleur. La nociception qui est l'atteinte du disque intervertébral qui devient en aigu une soupe inflammatoire. Ou là, on a besoin des traitements anti-inflammatoires ou AINS, les traitements qu'on utilise en première intention. Mais quand la lombalgie devient subaiguë ou chronique, il faut forcément une approche psychosociale. Alors, pour parler de la clinique, on sait tous comment évaluer un patient lombalgique, préciser les caractères de la douleur, rechercher les signes associés. Un mot sur l'imagerie aussi qui m'a paru important, c'est qu'en aigu, il n'y a pas d'indication pour une imagerie rachidienne en l'absence de drapeau rouge. En chronique, on le fait seulement si ça va modifier la thérapeutique, c'est-à-dire un geste infiltratif ou une prise en charge chirurgicale. Alors, il faut dire qu'il faut expliquer aux patients que les lésions retrouvées au niveau de la radio ne sont pas forcément coordonnées aux douleurs qu'il ressent. On peut ne pas avoir de lésions chez un patient qui a hyper mal et un patient dont le rachis s'est vraiment abîmé, entre griffes, si je peux parler ainsi, il n'aura pas autant de douleurs que l'autre patient. Donc, il faut dédramatiser les thèmes de compte rendu radiologique qui met lésions dégénératives, arthrose, parce que le patient ne comprend pas forcément. On met volumineuse hernie. Quand le patient vient voir ça, c'est que pour lui, il est handicapé à vie. Donc, une volumineuse hernie peut ne pas avoir de retentissement neurologique surtout, puisque c'est ça, ça fait partie des signes de danger. Donc, pour évaluer un lombalgie chronique, ce qu'on fait habituellement en tant que rhumatologue ou kiné, c'est la douleur, les déficiences, l'atteinte fonctionnelle et le handicap social. Mais on n'insiste pas beaucoup sur le retentissement psychologique, la qualité de vie du patient et l'appréciation globale du patient, notamment le cognitif. Quelle explication ce patient donne à cette douleur? Est-ce que, parce que la majorité pense j'ai quelque chose de grave, donc je ne vais jamais m'en sortir, le catastrophisme, ce qui amène à la kinésiophobie, la peur du mouvement. Et il faut éviter de dire au patient c'est votre disque qui est abîmé, c'est de l'arthrose, et l'intégrer dans une prise en charge multidisciplinaire. Alors, il y a plusieurs échelles pour évaluer la lombalgie chronique, notamment en ce qui concerne la douleur, l'évaluation de la capacité fonctionnelle, l'évaluation socio-professionnelle, le volet psychologique et médico-légal. Au thème d'une évaluation, on aboutit souvent à 2 types de diagnostics. Soit c'est une lombalgie symptomatique, auquel cas il faut rechercher des drapeaux rouges et orienter le patient, ou une lombalgie commune. Alors,
J'ai essayé de revenir un peu sur les différents drapeaux en fonction de la durée de la lombalgie, ce qui fait qu'en aigu, il faut forcément éliminer les drapeaux rouges, en subaigu, les drapeaux jaunes et en chronique, les drapeaux bleus ou noirs. Alors, je ne vais pas trop insister sur la lombalgie chronique, aiguë, qu'on sait tous prendre en charge. Et j'ai rappelé aussi les drapeaux rouges, on les connaît aussi. La lombalgie subaiguë, j'aimerais insister sur les drapeaux jaunes, c'est-à-dire la représentation que le patient a de son mal de dos. Les comportements inappropriés, c'est-à-dire réduction du mouvement, la peur de l'activité. Si je bouge, j'aurai mal, donc je ne bouge pas. Des problèmes liés au travail, là, on retrouve le coping. Ils disent, quand j'ai mal, les bonnes choses arrivent, donc autrement, ils n'arriveraient pas. Ou quand j'ai pas mal, les mauvaises choses, quand je ne vais pas travailler, les mauvaises choses n'arrivent pas. Le côté professionnel, ce que ça représente pour le patient dans son quotidien peut interagir dans le ressenti de la douleur. Alors, donc, un mot sur la décision d'envoyer un patient pour la chirurgie. Je dis, c'est peut-être une redondance, mais avant de poser l'indication d'une chirurgie, il faut forcément qu'il y ait une complication neurologique, puisque on sait tous que les lombalgies, ça va évoluer à son propre compte. Quand c'est aigu, même si on ne fait rien, au bout de 6 mois. Après, si ça évolue pas, on essaie d'autres thérapeutiques. Et la chirurgie doit vraiment être un recours de dernière intention. Alors, j'ai rappelé aussi les drapeaux bleus et noirs. J'ai voulu quand même préciser qu'il y a des études qui montrent que dans la lombalgie chronique, il y a le caractère neuropathique qui finit par sortir. Ce qui fait qu'il y a intérêt des fois de faire le DN4 parce que ça peut nous orienter, nous amener à utiliser des traitements pour la douleur neuropathique, mais dans la lombalgie chronique. Alors, le traitement, la prise en charge, donc en aigu, c'est le volet bio, on vient de l'entendre dans les récentes présentations. L'approche nociceptive, c'est-à-dire en aigu, il peut s'agir d'une hernie ou d'une poussée d'arthrose ou autre chose au niveau du dos. Quand ça devient subaigu, il ne faut pas forcément s'atteler sur le volet bio, même psychosocial. Mais quand la lombalgie devient chronique, c'est beaucoup plus le volet psychosocial. Alors, il faut une hygiène du dos dans les traitements non médicamenteux. Il faut dire que le repos strict au lit, c'est inutile, ça ne sert à rien. Le malade peut faire des activités malgré ses douleurs. La place des corsets et des orthèses, c'est pas trop spécifié, mais il faut les utiliser le plus à court terme possible, c'est-à-dire pas plus de 3 semaines parce qu'il y a des risques d'amyotrophie. On voit des patients qui ont des corsets ou des ceintures lombaires tout le temps parce qu'ils ont mal au dos. Mais ça peut être délétère pour les muscles de la sangle abdominale qui doivent renforcer le dos. Donc, pour la prise en charge rééducative, ça a été bien détaillé précédemment. J'insiste beaucoup plus sur le fait qu'il faut rassurer le patient du fait de la bénignité de la lombalgie. Avoir mal au dos n'empêche pas de faire des activités. Au contraire, il faut poursuivre les activités et le plus tôt possible. Alors, il faut également éviter d'étiqueter le patient pour dire c'est votre colonne qui est abîmée. Évitez de lui dire qu'il ressemble à un patient de 80 ans en fait. Bon, le programme de la prise en charge rééducative, ça a été bien détaillé. Souvent, ça s'effectue en 3 points, mais c'est beaucoup plus l'autonomisation du patient sur lequel moi je veux insister. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des activités physiques adaptées déjà à sa douleur, c'est vrai, progressives, mais le patient doit être actif dans la prise en charge. Donc, les massages, les codes techniques qui font qu'ils sont dépendants des kinés doivent être beaucoup plus évités.
La récente définition de la douleur en 2020 par l'IAPS, il y a eu une petite modification dans le sens où la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à, et le nouveau thème c'est ou ressemblant à, celle associée à une lésion. Donc on peut ne pas avoir de lésion, ce qui veut dire que l'expérience douloureuse c'est personnel. Le malade, chaque patient vit sa douleur en fonction de sa culture. Donc chaque individu apprend le concept de la douleur à travers ses propres expériences de vie. La fibromyalgie, en gros, se définit par une douleur qui est chronique, généralisée et diffuse. Et surtout, les deux composantes qui s'y associent et qui sont fréquentes, c'est les troubles du sommeil et une fatigue intense. Après, on peut avoir d'autres symptômes comme les troubles attentionnels, des troubles dyspeptiques ou autres. Alors, pour la démarche diagnostique, le médecin généraliste doit pouvoir évoquer le diagnostic dès que possible, sans attendre l'avis du spécialiste. On doit rechercher les diagnostics différentiels avant de dire que voilà, vous avez de la fibromyalgie et le patient doit être informé de son diagnostic. Ceci évite que le patient aille voir plusieurs médecins parce que forcément, il n'a pas eu de réponse, on n'a pas mis un mot sur ce qui lui arrive. Donc, forcément, il cherche des réponses, le patient. Donc, les examens complémentaires, c'est fonction du contexte. Ça doit être limité. Et si ça oriente la majeure partie du temps, les différents diagnostics différentiels, c'est essentiellement sur le plan rhumato, les maladies du système, notamment la polyarthrite, mais beaucoup plus la spondyloarthrite, qui est une enthèse des enthèses, qui ressemble plus à la fibromyalgie. Après, il faut dire qu'il y a des médicaments qui peuvent donner des douleurs chroniques, notamment les statines, les opioïdes, les chimiothérapies qui sont à la base de douleurs neuropathiques chroniques. Alors, il y a la spirale de la douleur du déconditionnement où le patient, quand peut faire suite à un épisode aigu, même d'une lombalgie symptomatique, il y a eu l'hospitalisation, contracture musculaire, une inactivité. Après, il y a la fatigue qui s'installe, le déconditionnement, l'anxiété et une dépression s'installe et ça devient un cercle vicieux. Là, il y a les distorsions cognitives où il y a la kinésiophobie, le catastrophisme et tout. L'activité physique dans la fibromyalgie doit être régulière, adaptée. Adapté dans le sens où, c'est vrai, il faut reconnaître que le patient a mal, il ne peut pas se mobiliser forcément. Et donc, pour se mettre en mouvement, il faut faire progressivement les activités. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais un peu, après, je peux faire progressivement pour retrouver une autonomie. Alors, donc là, je reviens un peu sur les activités physiques dans la fibromyalgie où on peut faire de la marche. Surtout, on propose aux malades de commencer par la marche. Et quand ils évoluent à leur propre compte, ils sont capables d'être intégrés parce qu'après la prise en charge, ça s'effectue avec les rééducateurs où il faut les intégrer dans un programme de reconditionnement à l'effort. Après, il faut faire intervenir les autres thérapeutiques, notamment le volet psychosocial, les psychologues, peut-être l'assistante sociale s'il le faut.